Le plus long des voyages commence par un premier pas. Mais que faire quand ce premier pas est insurmontable, quand ton lit devient à la fois ton refuge et ta prison? Tu ressens une sensation de vide, un combat silencieux entre ce que tu espères être et ce que tu es vraiment. Mais aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, précisément, cet instant, celui où tu es le plus perdu, celui où tu vas abandonner, est le vrai point de départ. Tu vas voir qu'en suivant ces 5 étapes que je vais te présenter maintenant, tu arriveras mieux à t'en sortir dans la vie, c'est-à-dire que tu vas passer d'un état un peu de désespoir tranquille à une volonté constante d'essayer de t'en sortir et d'avancer dans tes rêves. En fait. Chaque étape dépend l'une de l'autre et il faut les faire dans l'ordre. La première étape de tous les rêves, qu'ils soient petits ou grands, c'est le réveil. L'important, c'est de sortir de son lit le plus rapidement. Et tu vas comprendre pourquoi. Déjà, première technique, tu vas voir, ça va tout changer. C'est un de mes profs de philo que j'avais quand j'étais au lycée, qui m'avait donné ce conseil-là. Et je me rappellerai toute ma vie de ce qu'il a dit. Si ça te paraît insurmontable, le fait de juste sortir du lit, tu réfléchis pas, ton réveil sonne, tu le coupes. Première étape, tu enlèves ta couette. C'est ta première mission. C'est ton seul objectif. La deuxième chose que tu dois faire quand tu te réveilles, pour sauver ton corps, c'est de boire de l'eau. T'hydrates. Donc c'est là où c'est intéressant le soir de se préparer un grand verre d'eau. Mais c'est vrai, ton corps ça fait 8 heures qu'il a pas bu, il y a un moment, faut l'hydrater le gamin. Dans ta tête, dans ton corps, tu vas te sentir beaucoup mieux, parce que ton corps et ton esprit te supplient en fait de boire. Je te jure, c'est à ce moment-là que ça se joue. Troisième étape, pose tes pieds au sol. Assis-toi sur ton lit, pose tes pieds au sol. Et si t'arrives à faire ces 3 premières étapes déjà en un temps le plus court possible, tu peux te laisser un petit peu de temps, mais c'est le risque de te rendormir. Si tu te rendors, tu risques de trop dormir, peut-être de rester encore plus longtemps au lit. Et c'est là où il faut prendre le contrôle. Et ça commence par le réveil, vraiment, c'est le plus important. Te réveiller, t'as l'impression que c'est une montagne, mais quand tu le découpes en petites étapes, que tu les énumères comme ça à voix haute, c'est les choses qui vont t'aider à faire au final, ce qui est le plus dur, mais que t'auras réussi, c'est te relever, te sortir de ton lit. Maintenant, ce que je viens de dire, c'est un peu idéaliste. Pourquoi ? Il y a des fois où on est tellement éclaté que tout ça, c'est pas possible. Parce que notre corps est en état de choc. Parce que on a mal dormi. C'est là où il y a le dernier point de cette étape qui est hyper important, le sommeil. Tu peux pas avoir un réveil efficace si ton coucher, il est niqué. Si t'es sur ton tel juste avant de dormir, t'es certain que ton sommeil, il va être claqué. Si t'arrives pas, on va t'empêcher d'être sur ton tel, mets ton écran en jaune, tu verras, déjà ça va changer pas mal de choses. Dès le matin, tu vas pas pleurer genre laisse-moi vivre. Je ferai carrément une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là parce que c'est trop important. Après, si tu peux ne pas le toucher 1 heure avant de dormir, là déjà tu t'assures un endormissement plus calme, plus serein, moins tourmenté. Il est déjà 1 heure. De toute façon, je suis une gosse perdue. Pourquoi je fais toujours tout de travers? Putain, je le sens pas. Je suis toujours en retard par rapport aux autres. Je suis qu'une merde. Ça n'arrive qu'à moi. J'ai aucun contrôle. J'y arriverai jamais. Je suis qu'une merde. Fardeau pour les autres. Ils sont tous meilleurs. Bon, chut. Je suis qu'une merde. Chut. De toute façon, je suis une gosse. Non. Ok. Je sais que dans la vie, c'est pas aussi simple. Le bruit mental, en général, c'est ce qui pose le plus problème. Et c'est l'étape qui apporte le plus de bienfaits. Je vais pas vous dire de vous parler comme de la merde, parce que ce serait contre-productif, mais par contre, de les écouter. Pas de les entendre, de les écouter. Comme vous écouteriez quelqu'un en détresse, que vous voulez aider, quelqu'un que vous aimez, en fait. Parce que c'est vous-même. Pourquoi se blâmer soi-même ? Quelqu'un le fait déjà à notre place quand c'est nécessaire. Et c'est très bien comme ça. En plus, c'est une phrase d'Albert Einstein. Les critiques et les excuses qui sont générées dans notre esprit sont en fait les indicateurs les plus parfaits pour progresser et pour évoluer. Et pour être heureux, tout simplement. Une excuse te décrit ton obstacle. Par exemple, c'est un vrai obstacle d'être fatigué pour accomplir quelque chose. Mais par contre, cet obstacle-là, maintenant, il est identifié. Il faut absolument garder cette chose-là. Parce que si tu mets ça de côté, te dis « Oh là là, putain, j'ai des pensées à la con, faut juste que je les repousse. » Ça, c'est un peu du positivisme à outrance. C'est pas bon, parce que ça finit par revenir, en fait. Mais on peut, justement, changer la vision qu'on en a et les rendre moins douloureuses. Et surtout, les prendre en considération. Un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. Les autres ne le font pas. Si t'arrives à accepter toutes ces pensées parasites avec bienveillance et humilité, tu vas déjà devenir une meilleure personne, en fait, par rapport à toi-même, mais aussi par rapport aux autres. Accepte la phrase en te disant, d'accord, je pense ça, ok, ça veut dire que je dois être en souffrance, pourquoi je suis en souffrance, tu vois, et les prendre une par une. Tu vas me dire, il y en a peut-être des milliers, ok, chaque chose en son temps. Quelle est celle qui vient le plus souvent? Si elle est là, c'est qu'elle devait être là maintenant. Et réfléchis-y, pose-toi la question, mais pourquoi? Pourquoi je pense ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi quand j'essaie de m'endormir? Pourquoi? À force de se poser les questions, voilà, on finit par avoir des réponses. Et ça, c'est la première étape qui va te permettre de simplifier tout le reste. Si t'arrives à te lever, toute cette étape de résolution de brouillard s'offre à toi, alors qu'avant,
ne s'offrait pas à toi. Ou elle s'offrait à toi parce que t'arrives pas à t'endormir, tu vois. Une fois passé cette étape-là, déjà t'es en train de te regarder avec beaucoup plus d'humilité et de bienveillance. C'est incroyable, t'es déjà sur le chemin en fait. Et ça peut que aller mieux, ça peut que te faire de la place dans ton esprit. Et plus t'auras de place, plus t'auras d'aisance à réfléchir, plus t'auras d'aisance à savoir ce que tu veux, ce que t'aimes, et surtout à être plus tranquille, quoi. Dormir. Dors, merde. Déjà, une fois que t'as engagé ça, tu devrais sentir ne serait-ce qu'un poids en moins sur tes épaules, mais le plus gros danger là-dedans, TikTok. Pardon, la surstimulation. Je sais que c'est tentant, je suis le premier tenté, mais c'est ce qui nous rend débiles, je vous jure. On peut se dire, ouais, j'apprends des choses, ouais, je rigole, ça me rend heureux. Non, malheureusement, ça nous rend heureux dans la seconde. La seconde d'après, vous avez une vidéo d'un chien qui s'est fait écraser et vous êtes triste. Les émotions, elles n'ont plus l'importance qu'elles doivent avoir, elles n'ont plus le retentissement qui amène au changement. Tout finit par manquer de sens. Votre brouillard intérieur ne va pas se diluer avec du TikTok et du Insta. Si vous avez trop de brouillard mental, faites un peu de place, juste un peu de place déjà, et vous allez sentir le bénéfice. Faites de la place dans un coin de votre esprit, et la créativité va immédiatement la remplir. Un truc un peu con pour ranger un peu les choses dans sa tête, range aussi l'environnement où tu vis. Alors si c'est le bordel dans ta chambre, ne te dis pas oh, je suis vraiment une merde, j'ai même pas la force de ranger, Non, juste contemple et dis ok, ça c'est mon état actuel. Mais déjà, dans une heure, il pourra être différent, juste en rangeant 2-3 trucs, au fur et à mesure. Dans tout ça, le plus important au final, c'est juste se récompenser d'avoir fait un tout petit peu plus que la veille. Vous avez sorti votre téléphone par automatisme et vous l'avez reposé, soyez déjà fiers de ça. Vous venez de vous éloigner un petit peu de ce qui vous rend malheureux tous les jours. Dis-toi merci en fait, parce que c'est à toi que t'offres ça. Et surtout, comment on peut aider les autres correctement si on n'arrive même pas à s'aider soi-même? Si quelqu'un te donnait un conseil et que tu savais pertinemment que cette personne ne le faisait pas, comment tu prendrais ce conseil? Qu'est-ce que tu penserais de cette personne-là? L'important, c'est de pouvoir se regarder un jour dans le miroir en se disant ok, je suis comme ça, j'ai des bons côtés, j'ai des mauvais, mais c'est moi, et j'ai du temps encore dans ma vie pour me rapprocher de la personne que je veux vraiment être. Et ça, en soi, c'est pas si compliqué. Parfois, on agit pour s'améliorer, et on se dit, mais c'est pas moi, ça, je suis pas comme ça, c'est pas naturel pour moi. Quand on souhaite devenir un certain type de personne, parfois, il vaut mieux enfiler ce costume-là, même si c'est faux au début, l'enfiler pour qu'au final, ça devienne tes vrais habits et ta vraie peau. Et ça, c'est plus compliqué, c'est même parfois impossible de l'avoir si t'arrives pas à te lever le matin, ou de faire face à ce brouillard mental qui t'empêche de réfléchir, qui t'empêche de savoir qui t'es vraiment et qui tu veux être. De toute façon, ça sert à quoi de continuer? Ça marchera pas avec moi. La vie est absurde. Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi continuer si rien ne change? Je voudrais m'endormir et plus jamais me réveiller. Quel est le sens de tout ça? C'est quoi l'intérêt en fait? Bah c'est tout l'intérêt de cette partie, voilà. Trouver le sens, c'est véritablement, au final, ce qui est le plus important. Mais pour être capable de trouver le sens, il faut passer par les 2 étapes d'avant. Et celles d'après sont aussi très importantes. Ne vous arrêtez pas là, nom de Dieu, ce serait dommage. Certaines personnes ont des passions très définies, très claires, très jeunes, ça vient, c'est comme ça, c'est comme une flamme qui s'allume en eux et qui reste à tout jamais, en fait. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. C'est comme des petites pâquerettes qui fleurissent et puis fanent et puis viennent et puis repartent. On n'est pas tous égaux face aux passions. Donc on n'a pas tous une raison de se lever le matin. Pour moi, avoir trop de passion ou de ne pas en avoir, c'est un peu le même problème. Si on pense ne pas avoir de passion, déjà c'est une pensée limitante, fais attention, t'as identifié une petite pensée dans ton brouillard là, écris-la tout de suite. Si tu penses ne pas avoir de passion, c'est parce que t'as pas encore fait des liens. En général, quand on nous dit que quelqu'un est, il est passionné, c'est parce qu'il fait de la peinture, tu vois, passionné de sport, c'est des trucs très définis, des choses que tout le monde reconnaît comme étant une passion, et une passion méritante. Sauf que parfois une passion ça peut être quelque chose d'un peu plus vague, mais un comportement, une manière d'être, une manière de faire, une manière de parler, et ça en général c'est moins reconnu, donc plus difficile à identifier comme une passion. Par exemple, pour vous raconter, à une époque je pensais n'avoir véritablement en fait aucune passion, aucun sens à ma vie. J'étais allongé, je me rappelle, dans l'herbe comme ça, en regardant les nuages, je me disais mais ça n'a aucun sens en fait. Réfléchissant un petit peu, en faisant des liens entre des choses que j'aimais bien, qui étaient d'observer les orages, et de filmer des choses. Et là, en prenant ces 2 éléments-là et en les joignant, j'ai créé une passion.
chasse aux orages. Et alors que ma vie était vide et n'avait pas grand sens, soudainement je me suis mis en tête de chasser tous les orages qui arrivaient de l'environnement proche, d'aller sur place avec ma caméra et de capturer ça, de filmer. Mais mine de rien, ça m'a donné un sens. En fait, chasser les orages, c'est une toute petite branche qui m'a amené à ma vraie passion, mais je ne pouvais pas le savoir avant de l'emprunter. Donc allez-y, foncez. Vous voulez essayer quelque chose? Essayez, allez-y. Vous allez voir, peut-être que ça va être votre passion principale, peut-être que ça va être quelque chose qui va vous faire lever pendant quelques mois, peut-être que demain ce sera fini, mais au moins vous avez essayé et au moins ça vous a mis en mouvement. D'ailleurs, encore une fois, sur le sujet des passions, je vais sûrement faire une vidéo parce que beaucoup de choses à dire, donc Pour trouver le sens, en fait, l'immobilisme, c'est contre-productif. Le fait de ne rien faire, de ne pas bouger, de rester statique, c'est ça qui tue le sens de nos vies. Se lever sans avoir de sens, c'est la première étape pour le trouver et pour au final se lever avec du sens. Et vous voyez que plus on avance dans les étapes, plus ça va rendre les précédentes faciles. Quand on a un objectif, un sens à notre vie, on a plus envie de résoudre notre brouillard mental parce qu'il nous freine. Quand on a un sens, on arrive mieux à se lever. On se dit, ok, je vais me coucher plus tôt, bah ça a un intérêt, ça va vraiment changer quelque chose dans ma vie et peut-être même dans la vie des autres. Ça paraît facile à dire, alors que là je suis assis, je suis devant mon bureau, ça y est, je fais ce que j'aime. Mais en fait, si, c'est juste, il faut se lancer. Et parfois, pas trop se poser de questions, ça marche aussi. Allez-y sans réfléchir, et puis comme ça, vous allez faire des erreurs, vous allez comprendre petit à petit comment faire. Et je sais que ça peut être désagréable justement de faire face à ça, de faire face à ce flou existentiel où tu sais même plus pourquoi tu te lèves. Et c'est pour ça en général qu'on se surstimule, c'est pour ne pas y penser. Et je sais que ça fait peur, c'est même terrorisant parce que ça nous confronte à des questions un peu plus graves du genre pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi l'oubli, pourquoi l'injustice. Et c'est des questions hyper importantes à se poser. Bon, peut-être pas tout de suite, on va d'abord se poser la question de pourquoi je suis malheureux, mais ça viendra. C'est justement ces moments de flou qui sont hyper importants et ils sont essentiels. On peut pas avoir de sens dans sa vie si un jour on n'a pas été perdu. Celui qui a un pourquoi vivre peut supporter n'importe quel comment. Et donc là les choses s'emballent, t'arrives à te lever, t'arrives à commencer à faire des choses, tu te lances dans ta passion, t'essaies, t'échoues, les choses s'emballent et tu commences à comprendre un peu pourquoi tu le fais, ça résonne avec toi, ça résonne avec les autres commencent à le remarquer. J'ai plus d'énergie, je suis à bout. Je dois pas lâcher, bien payer les factures, je dois pas lâcher. Personne ne se rend compte, je dois pas lâcher, je dois pas lâcher, je dois pas lâcher, je dois pas lâcher, je dois pas lâcher. Si je m'arrête, tout s'effondre. Je peux pas. J'en veux pas le coup, tu dois terminer vite. Trop en retard, t'es en retard. T'es pas assez efficace. Je peux pas t'arrêter, tu dois terminer vite. T'es trop en retard. J'ai envie de dormir. Je peux plus. Je vais mourir. En général, là, il y a deux écoles. Il y a soit ceux qui se sont enfin sentis débloqués et qui ont tout donné et qui se sont cramés au bout de 3 jours. Et puis t'as l'autre école, ceux qui ont tout compris, qui savent exactement où ils veulent à peu près aller et qui n'arrivent pas à commencer. En fait, ça va dépendre de votre tendance. Est-ce que vous avez tendance à en faire trop ou à en faire pas assez? Il faut diluer dans le temps. C'est la solution, c'est le truc qui va te permettre de faire, tout simplement. Parce que si t'en fais trop d'un coup, tu finis par avoir un stop violent et à ne plus continuer. Et de l'autre côté, si tu te dis qu'il faut que tu fasses tout ça et que en fait du coup t'as peur de commencer, t'abandonnes. Ce n'est pas l'objectif qui est trop haut, mais c'est le nombre de marches qui est insuffisant. Je vais d'abord parler pour ceux qui ont du mal à démarrer. Si hier t'as eu 0 minute où tu t'es dit là j'ai fait quelque chose d'utile, j'ai fait quelque chose qui va vraiment me rapprocher d'un bonheur ou d'une volonté que j'ai, et bah aujourd'hui, fais au moins 2 minutes. Et au fur et à mesure, si tu fais ça un tout petit peu tous les jours, il y a un moment où tu vas sentir que t'es prêt pour un peu plus. Donc peut-être bloquer 25 minutes. Ok, 25 minutes, je me mets en face de mon bureau, je suis prêt à bosser, ok, j'essaie, c'est quoi bosser, on va voir, mais déjà c'est plus que la veille encore, donc tu vois, la progression elle se fait tout doucement, et c'est pas compliqué. Oui, c'est pas rien, un truc qui a un peu de sens. Hein. Par exemple, si tu veux commencer à lire, là quand tu chopes le bouquin, tu te dis, oh mon dieu, la brique. En vrai ça va, mais la brique quand même. Mais si tu lis juste cette page, et celle-là, t'as commencé à lire. Félicitations. Tu peux recommencer demain et un jour, ton livre sera terminé. D'ailleurs, c'est un super bouquin, je vous le conseille, et je vous mets le lien en description si vous intéresse. Et à l'inverse, si t'as tendance à en faire beaucoup trop, par exemple, t'es capable de faire 10 heures par jour. Si tu sens que t'en es capable et que c'est le genre de truc que t'es capable de faire, parce que ta passion c'est un putain de brasier, et bah vas-y, tu peux. Non. Mauvais bail. Parce que là, t'es en train de passer de je fais rien du tout à je fais 10 heures par jour. C'est un cap gigantesque, c'est une énorme marche que tu viens de passer, et tu risques de te tordre la cheville, clairement. L'idée, c'est déjà de prendre l'habitude. Si tu sens que t'as l'impulsion de faire quelque chose qui te passionne, vas-y mollo, vas-y mollo. La passion, c'est un feu, tu vois, c'est un feu qui peut être dangereux, c'est un feu qui anime, qui réchauffe, qui crée de l'énergie,
mais qui peut aussi détruire, donc attention. Si t'es capable de faire 10 heures par jour, commence déjà par 2 heures. Si t'arrives à faire 2 heures sans t'interrompre, sans regarder ton téléphone, sans s'être perturbé, déjà tu verras que ces 2 heures elles sont hyper efficaces, t'auront même fait bien avancer sur ton projet. Après bon, si c'est des questions de productivité, je ferai sûrement aussi une vidéo sur le sujet. Quand tu vas arriver à la fin de ces 2 heures, tu seras frustré, parce que t'auras envie de faire plus. Mais c'est très bien, parce que cette frustration, c'est celle qui va te relancer le lendemain. Note bien où est-ce que tu t'arrêtes, parce que c'est cet élément-là qui va être ton départ. Tu vois, le réveil c'est important, mais le commencement aussi. Quand tu définis ton début, tu peux mieux partir plus vite. T'as pas besoin de réfléchir, j'en étais où ? Non, c'est noté, c'est bon, t'inquiète, t'es bon. Et je mets vraiment un point d'honneur à te dire, méfie-toi du burn-out. Pour en avoir vécu un, je peux te dire que ça marque à vie. Après, t'as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête à chaque fois que tu te poses sur ton bureau. Si tu es pressé de réussir, une fois arrivé, tu regretteras de ne pas avoir profité du chemin passé. Le dépassement de soi, c'est dans le temps, c'est pas une fois. Tu dors, il faut que tu te reposes, et c'est là où vient le vrai sujet. Et pour moi, ce qui est l'antidote du burn-out, même si tu travailles beaucoup, c'est le vrai repos. Ton projet, il mérite pas que tu dormes pas pendant des semaines. Il mérite pas que tu arrêtes de manger. Il mérite pas que tu brutalises les gens que tu connais. Ça, il mérite que tu sois en bonne santé. Et dans tous les cas, pour que le projet soit bien et qu'il arrive à terme, il faut que tu sois en bonne santé. Donc attention. Surtout, n'hésitez pas à choisir votre moment pour faire ça. Je sais qu'on n'a pas tous l'opportunité de décider le moment parfait pour travailler. Parfois, on a envie de s'y mettre à 14h. Le problème, c'est qu'à 14h, t'es soit au lycée, soit au taf, soit ailleurs. C'est pour ça que moi, je suis partisan de faire ça le matin. C'est là où le réveil devient important. Si t'arrives à te réveiller un petit peu plus tôt, c'est l'instant où tu vas être tranquille. C'est le moment où on va te foutre la paix. Parce que c'est ça qui est tentant, en fait, le soir. Quand t'as répondu à toutes tes obligations et qu'on te fout là enfin la paix parce que tout le monde pionce, et ben c'est le moment où ouais, t'as envie de faire des trucs. Parce qu'enfin, t'es tout seul, tranquille. Mais le matin, c'est la même chose. Et c'est même mieux parce que t'as pas tout l'épuisement de la journée, toutes les émotions, tout ce qui t'est arrivé, tous les chocs, tout ce qui t'est passé par la tête, tu l'as pas encore. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal d'échouer, c'est normal de se planter. Notre rapport à l'échec, à cause de l'école, il est pourri. On nous punit d'échouer, on nous punit d'avoir des mauvaises notes. C'est débile. Et bah le mec qui a 3, le mec qu'on rabaisse plus bactère parce qu'il a une note de merde, et bah ce mec-là, on devrait l'encourager, on devrait lui dire « C'est génial, il y a plein de choses à améliorer, viens on va le faire ensemble », tu vois, ça change tout de suite un peu la donne, non ? Bon, l'une des raisons pour lesquelles les gens cessent d'apprendre, c'est qu'ils ont de moins en moins envie de risquer l'échec. Et surtout, un point hyper important que j'ai pas dit sur le réveil, c'est que ça définit le mood de ta journée. Demain, tu te mets un réveil, c'est une alarme incendie. Je te jure que ça va pas te faire la même journée que si tu te réveilles les petits oiseaux. Donc si t'arrives à décider quand est-ce que tu te lèves, ce que tu fais le matin, avancer sur un projet qui te rend heureux, ou une de tes passions, ou lire, ou faire quelque chose qui te fait te sentir bien, ou même méditer, ou même faire du sport, c'est débile, mais ça sauve des vies, je te jure. En faisant ça, tu vas voir que tu vas dessiner une journée différente, et que le soir, surtout, tu vas mieux t'endormir, en fait, très clairement. Cette étape, elle est essentielle, de prendre le temps, parce que tout ce que t'as fait avant, c'est inutile si tu ne prends pas le temps de le faire. Se reconstruire après un échec ou un drame, c'est pas évident. C'est même peut-être l'étape la plus compliquée, celle qui prend le plus de temps. Mais justement, prendre le temps de se réveiller, prendre le temps de s'attaquer à son brouillard mental, prendre le temps de retrouver le sens et prendre le temps. C'est ça qui demain te permettra de recommencer la boucle, de te rapprocher un peu plus du bonheur, même quand un drame arrive. Prends le temps de t'offrir tout ça et tu verras que les choses vont changer. Pourquoi faire tout ça alors que c'est compliqué, que ça nous sort de notre zone de confort et que ça nous éloigne peut-être un peu de la société et de la manière dont elle fonctionne. Mais justement, c'est ce processus-là de chaque étape qui va te soigner en fait. Ça nous aide à vivre, tout simplement. L'important aussi, c'est de ne pas trop
surréagir. On a essayé et on a échoué et c'est le pire truc qui pouvait nous arriver. Et pourtant, c'est aussi le meilleur. Parce que c'est le premier échec qui apprend. C'est le premier échec qui te permet de te relever et de relancer. Et de créer le cercle vertueux. Je sais que c'est facile à dire encore une fois, mais le simple fait de le savoir et de l'avoir quelque part ici, ça va tout changer pour toi. Même si tu restes allongé quelques jours en te disant je suis en mort cérébrale. La vie m'a éclaté au sol, je suis terminé, j'arrête tout. Même là, garde toujours ça en tête, que ce n'est qu'un passage. Après l'orage vient toujours le beau temps. Ça s'appelle le ciel de traînée d'ailleurs, et pour faire un arc-en-ciel, il faut toujours de la pluie. Tu peux souffrir, t'as le droit de souffrir, t'as le droit d'être triste, t'as le droit, mais ne surréagis pas. Si tu surréagis, tu vas aggraver ta perception du problème. Le problème, il a beau être minime, genre je me suis cogné le petit doigt dans le meuble, si tu te mets à hurler, à pleurer, et à appeler à l'aide le monde entier, tu vas le vivre comme un événement traumatique. Alors que si tu fais juste... tout va bien. Si tu fais ça, tu vas voir que dans les 5 minutes qui suivent, t'as oublié. Bon, ton doigt de pied, il a pas oublié, mais toi, t'as oublié. Et en fait, plus tu vas faire le processus, plus ça va devenir facile. Alors, c'est là où plus tu vas t'élever, plus tu vas t'éloigner de ton lit, bon, sauf la nuit, il faut dormir, c'est bien, plus tu vas te rapprocher du monde. Et c'est là où ce sera mon dernier conseil. Identifie tes forces, tes faiblesses, tes axes d'amélioration, ce qui te rend heureux, ce qui te rend malheureux, et entoure-toi de gens qui t'aident à t'améliorer, de gens qui te mettent sur ton droit chemin, et pas sur leur droit chemin, sur ton droit chemin à toi. Éloignez-vous des gens véritablement toxiques, qui ne veulent que votre mal, qui veulent que vous soyez plus bas que terre. Même si vous ne vous sentez plus seul quand ils sont là, c'est pour les mauvaises raisons. Se relever après des événements de la vie, c'est le plus compliqué, mais ça passe par des petits succès. Ne serait-ce que mettre ses pieds par terre le matin et se lever, c'est le premier des petits succès qui va t'amener à te sentir mieux et même à réaliser des grandes choses dans ta vie. Rappelle-toi d'où tu viens, de tout le chemin traversé et des épreuves que tu as surmontées. Sache que tu n'es pas seul, des gens croient en toi. Même moi, je crois en toi. Alors relève-toi. Tu vas y arriver.